Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous êtes là pour écouter effectivement un débat, une discussion auquel vous allez participer sur l'immunité. Donc je vais tout d'abord me présenter. Donc je suis Étienne Varland, je suis de formation médecin et j'ai fait beaucoup de recherches cliniques dans ma vie, en particulier comme directeur scientifique dans plusieurs laboratoires publics et privés, en particulier des sociétés pharmaceutiques ou de biotechnologie. Et qu'est-ce qui m'a intéressé plus particulièrement? Eh bien, en fait, c'est tout ce qui concerne la recherche clinique, les essais cliniques, bien sûr, mais également la recherche sur la qualité de vie et la décision médicale proprement parlée. Alors, qu'est-ce que c'est que ces termes-là? La qualité de vie, effectivement, on va en parler beaucoup. Pourquoi on va en parler beaucoup? Parce qu'en fait, je suis également responsable scientifique donc du comité scientifique de NACEOL. Donc NACEOL est une structure qui m'a beaucoup intéressé et vous intéressera pour la chose suivante. C'est qu'elle est axée sur le bien-être, mais le bien-être dans la capacité pour vous et les autres, effectivement, d'agir. C'est-à-dire qu'en fait, pour être responsable et autonome, ce qui vous permettra d'être bien dans votre vie, il va falloir quoi? Il va falloir effectivement s'appuyer sur des piliers. Et ces piliers, en fait, représentent des choses fondamentales. Le premier pilier, est basé essentiellement sur tout ce qui est énergétique. Et dans l'énergie, on va rentrer effectivement la vitalité, le sommeil en particulier. Ça peut être aussi différentes choses qui sont liées effectivement à l'énergie. Un deuxième pilier que vous doutez l'importance, effectivement, c'est le pilier qui a un rapport avec la nutrition. On mange tous les jours, ce qui est normal, mais la nutrition, ça va être le fuel, en fait, le combustible pour l'énergie. Et également, effectivement, ça va être la nécessité, ça va être la possibilité de construire quelque chose. Une synthèse de nos cellules, une synthèse de notre organisme. Et puis, la mobilité, l'activité physique, en fait, nécessaire, qui va être nécessaire pour effectivement que l'homme puisse se mouvoir. Et en même temps, ça va participer à la construction et à la structure de notre corps. Et en même temps, le fait de se déplacer dans l'espace va effectivement vous permettre effectivement de quoi? De construire votre corporéité, la façon dont votre corps va se mouvoir. La dernière chose qui est la plus compliquée, en fait, c'est le pilier qui est en rapport avec les émotions, la pensée. Et donc, pour ce faire, on sait qu'il y a des relations entre l'émotion, la pensée et bien sûr le corps. C'est pas nouveau. En fait, c'est un domaine qu'on appellerait un domaine holistique. On a séparé artificiellement corps et esprit, mental. En fait, on s'aperçoit que c'est un tout. Nacéol, c'est une équipe. Et c'est une équipe qui est constituée justement de médecins, de nutritionnistes, de coachs sportifs, d'ostéopathes, de psychologues, en attendant d'ailleurs d'autres collègues qui nous rejoindront. Et toutes ces personnes travaillent en intrication. Elles travaillent ensemble de façon à augmenter cette capacité de bien-être que chacun effectivement a envie d'avoir, mais en même temps, ce n'est pas une capacité passive, c'est une capacité d'action. Alors après vous avoir fait tout un préambule sur ce que c'est que enfin, les grands principes de NACEOL et comment effectivement je les vois, en partie sur la partie clinique, je vais rentrer dans le sujet qui nous intéresse, pas trop technique, parce qu'effectivement, je pense que certains l'ont eu au lycée, ça va leur rappeler peut-être pas forcément des bons souvenirs, mais le thème, c'est de dire l'immunité, puis vous me poserez toutes les questions que vous voudrez après, bien entendu, je suis là pour ça, et ça me fait plaisir de vous répondre. L'immunité, pourquoi faire, hein? L'immunité comme système de défense. Eh ben, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'immunité, en fait, ça fait intervenir quoi? Ça fait intervenir d'abord une partie de votre corps.
une partie de votre corps qu'on appelle les organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes, ça comprend tous les systèmes de ganglions que vous avez avec les chaînes lymphatiques. Pour rappeler, quand vous avez des ganglions et de la fièvre, et que effectivement ça gonfle, ça fait mal. Et puis vous avez aussi la rate, par exemple, vous avez le thymus, vous avez aussi des différents types d'organes, en particulier comme les amygdales, qui comportent effectivement des cellules qu'on appelle des cellules immunitaires. Ces organes lymphoïdes, tant qu'ils ne sont pas activés, pas de problème, ils restent effectivement avec une structure normale. Et ce qui va se passer, c'est que le système immunitaire, c'est un système de gendarme de l'organisme. En fait, il est là pour se défendre. Plus que contre les infections, il est là pour se défendre du non-soi. Voilà. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que l'immunité, c'est la reconnaissance du soi de la personne. Tout ce qui est considéré comme non-soi est un ennemi. On va voir que, bien entendu, ça peut être aussi bien, et c'est malheureusement le cas aujourd'hui, aussi bien un virus, le Covid-19, si vous avez d'ailleurs des questions à ce sujet avec l'immunité du Covid, je vous répondrai tout ce que je peux détailler. Et puis, ça peut être effectivement aussi la non-reconnaissance de soi dans les maladies qu'on appelle les maladies auto-immunes. Donc, après avoir fait ce petit rappel des organes, on va regarder quel type d'immunité intervient dans l'organisme. Donc, Mathilde, si tu veux bien, tu vas passer une petite celle d'avant, une petite diapositive. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien en vous approchant. Il y a une épée où il y a écrit défense. Donc, les défenses de l'organisme, elles tiennent compte de deux choses. Ils sont en fait intriqués. Il existe effectivement une immunité innée. Innée, ça veut dire qu'en fait, c'est une immunité. Les cellules, qui sont ces cellules qui viennent du système immunitaire dont je vous ai parlé, elles interviennent dès qu'il y a un traumatisme, une infection, une inflammation. Vous pouvez vous tordre la cheville, vous avez une inflammation de la cheville sans avoir une infection. Donc c'est ce qu'on appelle l'immunité innée et c'est la première ligne de défense. Elle est très importante, cette première ligne de défense, et elle fait intervenir des cellules du sang, des globules blancs, et ces globules blancs, en passant dans les tissus, en arrivant vers les foyers effectivement qui ont été traumatisés, il va y avoir une inflammation. Et cette inflammation, elle va attirer d'autres cellules et ça va créer un foyer inflammatoire. Et vous vous rappelez, tout ce qui est enflammé, c'est chaud, c'est douloureux, c'est gonflé. Ça, c'est l'immunité innée. Et elle fait intervenir aussi des cellules un petit peu plus spécialisées, dont on parlera une autre fois, qui sont des cellules qu'on appelle les cellules NK, des cellules tueuses en fait. Mais en fait, elles arrivent à chaque fois qu'il y a un organisme atteint, une inflammation, sans pour autant être spécifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez la flèche qu'il y a bleue en pointillé, et on part de l'immunité innée à l'immunité adaptative. Alors, je vais un petit peu reprendre ma respiration pour que vous compreniez bien. L'immunité adaptative, c'est celle dont vous avez entendu parler avec les médias en ce qui concerne, par exemple, les anticorps. Donc l'immunité adaptative, elle est spécifique du germe, spécifique de l'atteinte. Et donc, par exemple, un virus très particulier, celui-là en particulier, le Covid-19, il va y avoir une réaction adaptative dirigée contre ce virus pour essayer de le bloquer. Et là interviennent en deuxième ligne un système qui permet soit de le bloquer avec des cellules spécialisées qui vont fabriquer des anticorps. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cellules spécialisées? Alors, vous en avez probablement entendu parler. Vous avez entendu parler des lymphocytes. Donc, lymphoïdes, lymphocytes, ben, c'est des cellules qui parcourent tout le système immunitaire. C'est le vrai gendarme, justement. Et avec une conformité chimique particulière, elles vont interagir avec l'antigène et d'autres cellules. Et cette présentation de l'antigène va entraîner
la formation à partir de lymphocytes de cellules qui fabriqueront ces fameux anticorps. Et qu'est-ce que c'est qu'un anticorps? Un anticorps, c'est une suite d'acides aminés, une suite de protéines qui va aider à la destruction du germe. Vous voyez qu'il y a encore une flèche rouge un peu qui va vers le bas, où il y a écrit cellules. En fait, soit ces cellules vont fabriquer des anticorps qui vont bloquer les germes, pour après il y ait une destruction, soit il y a les cellules lymphocytaires elles-mêmes, les lymphocytes T, vont détruire directement, selon effectivement un schéma préconçu, vont détruire directement les germes, donc les bactéries ou les virus. Donc vous voyez que c'est un système qui est quand même relativement complexe et qui interviendra, première ligne et deuxième ligne, qui interviendra à partir du moment où l'organisme a décidé que tout ce qui vient à l'extérieur est du non-soi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un danger. Or, ce qui est important, c'est que la question a été comment maintenir, après je vous laisserai un petit peu de champ pour me poser des questions, comment maintenir son immunité. Qu'est-ce qui est important en fait? On va revenir aux piliers. Et une chose qui est importante, effectivement, on s'en aperçoit, c'est que déjà la nutrition, qu'il s'agisse des protéines, des glucides, des lipides, vous vous rappelez effectivement les composants de la nutrition, et les vitamines, tout ça, effectivement, ça va être nécessaire à quoi? Nécessaire probablement à essayer de réduire, par exemple, une inflammation chronique, ou d'empêcher même, effectivement, qu'il y ait une inflammation. Comment on verra ça avec en particulier notre collègue nutritionniste, il existe la possibilité d'avoir une alimentation, plus particulièrement à la fois antioxydante et qui protégerait effectivement l'organisme. Une deuxième chose qui est importante, c'est que si vous vous nourrissez mal, vous risquez aussi d'avoir des protéines qui sont défectueuses. Et c'est le problème de l'immunité, de la nutrition et du vieillissement. J'en dirai pas plus pour l'instant, on n'aura pas le temps d'aller trop loin. La deuxième chose, qui est un petit peu plus complexe, c'est effectivement l'immunité et le sport. L'immunité et le sport et le mouvement. Or, en fait, beaucoup d'études maintenant ont montré la chose suivante, c'est qu'une activité sportive équilibrée va permettre, là aussi, de réduire l'inflammation et d'augmenter, si vous voulez, la capacité de ces cellules immunitaires à combattre. À l'inverse, si vous faites du sport d'une façon désordonnée en excès et que vous n'êtes pas un sportif de haut niveau, vous allez avoir une augmentation de l'inflammation et là, vous allez avoir des risques. Donc, il est fondamentalement important de prendre conseil quand vous faites du sport. Et ça, effectivement, je pense que c'est un point très important. Une ligne qui est encore assez mystérieuse et qui fait effectivement référence à ce qu'on appelle la neuroimmunologie ou la psychoneuroimmunologie, même maintenant. C'est ce qui est discuté avec mon collègue psychologue, Samuel. C'est en particulier les relations qu'il peut y avoir entre le stress psychologique et l'immunité. Un des grands précurseurs de cette réflexion, il y a 40 ans déjà, a été Henri Laborie, qui a été un chercheur extraordinaire et que peut-être vous connaissez et que vous regarderez un jour, parce qu'il a fait effectivement un film qui s'appelait Mon oncle d'Amérique et qui était vraiment intéressant à ce sujet. Donc le stress et toutes ses conséquences vont avoir un rôle éminent et le stress va faire intervenir le système nerveux, donc à partir du cortex, le système hypothalamique, effectivement le bas du cerveau, et tout le système endocrinien, c'est-à-dire les hormones. Donc vous voyez comme quoi l'immunité est vraiment en interaction avec énormément de choses. Donc, une dernière chose pour terminer ma péroraison, dont je ne vous ai pas parlé, c'est que j'ai travaillé, donc j'étais chargé d'enseignement, et j'ai travaillé pour une start-up en biotechnologie qui travaille sur le microbiote. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du microbiote, c'est-à-dire de la diversité microbienne, et ils travaillent toujours sur le microbiote intestinal.
et ce microbiote intestinal, il intervient également dans l'éducation immunitaire. C'est-à-dire que nos cellules immunitaires naïves, elles vont intervenir ensuite grâce à une éducation, c'est-à-dire la façon dont on va être en contact avec les antigènes. C'est ce qu'on dit souvent en rigolant. Il vaut mieux laisser un gosse dans un bac à sable, quitte à ce qu'il se salisse, et au moins il se met relativement précocement en contact avec les antigènes, que le mettre complètement à l'écart pour qu'il devienne asthmatique. Bon, c'est caricatural, mais c'est effectivement important. Alors, effectivement, ce qui est important à se souvenir, c'est l'intrication, les interactions de l'immunité avec tous les systèmes corporels. Comment maintenir cette immunité? On a les clés avec ces piliers. Ces piliers, on peut les prendre dans tous les sens. Il n'est pas question pour certains de commencer par la nutrition sans oublier le reste. Non, non. Ça va être selon vos désirs, vos souhaits, selon votre capacité et votre désir d'agir. Peut-être que pour certains, ça sera plus facile de réfléchir à la diète méditerranéenne que de se lancer tout de suite dans un marathon. Dernière chose, peut-être que ça peut vous intéresser par les temps qui courent. Je voulais juste, peut-être Mathilde, tu peux montrer la deuxième petite image. Je voulais juste vous donner un petit schéma, montrer un petit schéma sur l'immunité antivirale. C'est juste parce que c'est très important actuellement. On est en train de réfléchir sur les dangers du Covid-19, et en particulier le danger n'est pas tellement l'infection virale première, mais il semblerait qu'il y a une explosion immunitaire, on appelle ça un orage cytokinaire, une explosion immunitaire. Et vous voyez ce petit dessin qui paraît compliqué, mais en fait il est très simple. En abscisse, vous avez 0,21, c'est-à-dire le temps, et en haut, c'est effectivement une réponse, c'est une quantité. En rouge, vous avez ce qu'on appelle la charge virale. C'est le moment au début où vous êtes infecté, et puis ça va augmenter effectivement, le virus va parcourir votre organisme, et puis ensuite, on espère, il va décliner, soit parce que le temps va passer, soit parce que vous allez récupérer. Et comment vous allez récupérer? Eh bien, il y a trois petits systèmes que j'ai montré ici. NK, c'est le système de l'immunité innée, donc ces fameuses cellules tueuses NK, qui vont intervenir assez vite, mais elles peuvent être débordées. Et il y a un moment donné, elles vont se réduire. Et ça va se passer plutôt les premiers jours de l'infection. La deuxième LT, c'est ces lymphocytes, c'est cette réaction lymphocytaire spécialisée de l'immunité adaptative avec une attaque effectivement des virus, LT. Et puis vous voyez, un petit peu plus tard, l'augmentation des anticorps. Cette augmentation des anticorps, on la voit un petit peu avec une forme en sigmoïde, cette augmentation des anticorps. Et bien, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, on pense en tout cas qu'il est possible de le faire, c'est de faire comme avec une vaccination contre la grippe ou contre d'autres types de maladies virales. En vaccinant les sujets indemnes, on va pouvoir augmenter cette réponse anticorps. On va faire, si vous voulez, une réponse secondaire. Et ça, vous le connaissez bien quand on vous a fait une vaccination. On vous donne une partie du germe dans votre organisme, partie altérée ou tuée, et la fois prochaine, quand vous allez rencontrer le virus, ça va augmenter la quantité d'anticorps qui, l'espérons-nous, ces anticorps neutralisants, vont vous permettre effectivement quoi? Eh bien, de lutter contre la maladie. Voilà, donc je voulais simplement vous montrer ce petit schéma qui fait la synthèse de ce que peut être la réponse immunitaire dans l'organisme. Donc si vous avez des questions générales sur l'immunité, bien sûr, posez-les, c'est le moment. Donc en fait, moi je vous réponds comme médecin scientifique et conseil scientifique de NACEOL. C'est avec plaisir que mes collègues interviendront parce que bien entendu, j'ai une fonction qui est beaucoup plus, j'allais dire, en interaction, en interconnexion avec les autres. Alors j'ai une question un peu technique, mais je vais y répondre. Vous avez parlé d'oxydation, on parle aussi d'acidose. Quelle est la différence? Alors c'est une différence très chimique en fait. C'est-à-dire que si l'oxydation se fait mal, l'oxydation, c'est vous avez une chaudière, vous mettez du fioul et normalement elle fonctionne bien avec de l'oxygène. Si l'oxygène passe mal, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la chaudière,
elle est mal oxydée et vous risquez d'avoir quoi? Une intoxication à l'oxyde de carbone. Et bien là, en fait, c'est une oxydation qui est mal faite et qui entraîne, par exemple, vous avez des lipides oxydés. Ce sont des lipides qui vont immédiatement attirer des cellules qui vont les englober. Ça va créer de l'athérome, par exemple. Quant à l'acidose, souvent, le fait qu'on a une oxydation perturbée, on peut créer effectivement un phénomène de diminution de pH et donc d'acidose. Donc voilà, c'est tout. C'est très technique, mais bien entendu, l'acidose peut être mauvaise. C'est effectivement ça. C'est assez compliqué, c'est une bonne question dans la mesure où on est très inquiet avec le Covid et on s'aperçoit que la contagion en fait intervenir la contamination, c'est-à-dire la capacité du virus ou de la particule à être proche et en quantité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la contamination, il va falloir que vous pouvez être contaminé, mais pour être contagieux, il va falloir que vous transmettiez à l'autre. Et ça, c'est là, effectivement, où c'est compliqué. Il semble qu'il faut une certaine charge virale. C'est pour ça qu'on explique que certains enfants, probablement, bien que contaminants non symptomatiques, le seraient parce qu'effectivement, ils ont une petite charge virale, pas suffisante pour les rendre malades, mais suffisante pour vous contaminer. En fait, il y a une communauté, bien entendu, il y a une communauté virale, puisque il s'agit dans les deux cas de coronavirus. Donc en fait, la complexité du gène, le Covid-19 est un assez gros virus, hein, virus ARN, bien sûr, comme l'autre. Euh, le SRAS, ce qu'on peut savoir actuellement en termes d'immunisation, c'est qu'on est en train de chercher effectivement, là aussi, le SRAS et le MERS en Arabie Saoudite, des vaccins qui sont dirigés contre certains épitopes. Donc la complexité du gène, je dirais que c'est plutôt les déterminants du gène qui seraient pour certains différents. Par exemple, pour le Covid-19, l'histoire d'ouverture vers l'ACE, donc le système angiotensine qu'on a dans l'organisme, semble relativement spécifique ou en rapport avec le Covid-19. C'est pour ça qu'il y a des pistes d'ailleurs intéressantes à ce sujet. Alors les incertitudes, je pense qu'il y a surtout eu du retard. Mais le retard, je pense qu'il y a sûrement eu de la part des premiers atteints chinois un moment de latence trop important. Et puis nous, on n'a pas voulu prendre en importance. On a cru que c'était une petite... Mais beaucoup, hein. On a beaucoup cru que c'était une petite grippette. Je pense qu'il y a des choses simples, déjà, qui sont au niveau de votre organisme. C'est peut-être de faire un minimum, ça paraît pas forcément dans ce sens-là, mais peut-être de faire un minimum d'exercice dans un milieu aéré, non pollué, etc. D'avoir étonnamment, je ne veux pas faire gourou, mais avoir une pensée positive. Et puis, dans l'alimentation, vous vous doutez qu'il faut tout ce qui est l'alimentation transformée doit être éliminé. On peut se poser la question sur les suppléments alimentaires. Je pense que, mis à part quelques-uns, une alimentation équilibrée telle que ce dont va parler Valentin sera suffisante. Bon, c'est banal ce que je dis, mais faut-il encore le faire? Ça, c'est une question qui est vaste. Le vaccin. La solution du vaccin, elle est évidente. Malheureusement, elle va être longue. Il faut être très sincère. Quoi que vous disent les médias, le vaccin ne va pas arriver avant au moins une année. Et encore, on est en train de travailler sur différents types de vaccins. Donc, il faut savoir les vaccins qui contre le spike, contre certains systèmes enzymatiques, etc., viraux. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Trouver le bon vaccin, savoir s'il est bien toléré, il va se passer du temps. Mais c'est vrai que pour les gens qui sont effectivement séronégatifs, qui n'ont pas de protection, ça va être effectivement la possibilité. Il faut que ce vaccin soit planétaire, donc c'est extrêmement compliqué. La seule solution, effectivement, alors attendez,
pour faire face au coronavirus, est-on obligé de l'attraper pour être immunisé? Ben, s'il n'y a pas le vaccin, oui. Alors, c'est une question importante parce qu'actuellement, on considère qu'on n'a que 6% de la population qui a attrapé le Covid en France, et en moyenne, 5,4 à 6,2, je crois, et le double dans les régions sensibles, c'est-à-dire à l'est de la France et les Alpes, et l'Oise. C'est pas assez. Donc, le temps il faut vérifier, il va falloir vérifier la quantité de virus chez l'individu et puis après faire la sérologie. On n'est pas sorti de l'auberge, mais on va y arriver. La cohérence cardiaque est évidemment une chose intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle revient à intégrer le mental et le système respiratoire, pneuma. Or, le système respiratoire, comme vous le savez, bon, chez les Grecs, c'était l'esprit, mais chez nous, effectivement, le système respiratoire intervient totalement, mais totalement, dans la structure complète de l'oxygénation de notre organisme. Et l'oxygénation, la bonne oxygénation de notre organisme, elle est fondamentale pour tout le système et le système immunitaire en particulier. Oui. Vaste problème. Le stress, on pourrait faire tout un topo un jour, tous ensemble, sur le stress. Le stress, bien entendu, c'est une agression. C'est un ressenti aussi, beaucoup plus compliqué. Les troubles musculo-squelettiques, qui peuvent être en fait des malpositions au travail, bon, elles engendrent des douleurs, mais en même temps, elles-mêmes peuvent être conséquentes à quoi? Elles sont conséquentes à un mal-être. Et ce mal-positionnement, en fait, peut lier aussi à des contraintes psychiques, physiques, etc. Donc, bien entendu que le monde du travail s'est toujours intéressé au stress. Et d'ailleurs, des échelles de stress, il en existe plein, elles sont plus ou moins bonnes, mais elles ont toujours été intégrées dans cette réflexion-là. Alors, l'activité physique pour diminuer les risques de contracter le virus, on pourrait penser naïvement à quelque chose en se disant, bah, finalement, une activité physique, qu'est-ce qu'elle va permettre? Eh ben, vous savez, c'est un peu comme pour les gens qui sont encombrés la nuit et qui sont couchés et qui fument une cigarette avant de se coucher. Bah, vous paralysez vos cils, tous les cils que vous avez dans l'organisme, et vous arrivez à être encombré. C'est un petit peu la même chose pour l'exercice physique. En fait, vous allez vous décoincer, vous allez permettre à vos organes, à vos articulations, de prendre de la souplesse, de s'exercer, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire en fait de se mettre en fonction, donc de ne pas être ankylosé et de mieux s'oxygéner. Donc, il est évident que face au virus dans l'instant, je pense que vous n'avez pas, si vous faites de l'exercice 10 minutes avant, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais si vous avez, et c'est là où le système de Nacéol est intéressant, c'est un système préventif. Si vous avez mentalement la capacité de faire régulièrement quelque chose dans les piliers dont je vous ai parlé, vous allez probablement renforcer votre immunité et avoir une meilleure capacité effectivement de lutte. Mais c'est bon, ça paraît. Entre l'évidence théorique et la pratique, je vous dis, c'est autre chose. Et c'est ça qui va être intéressant, justement. C'est de voir comment on va motiver, comment on va se motiver les uns et les autres pour pouvoir mieux lutter. Bon, j'espère avoir en partie répondu à votre question. C'est vrai que c'est difficile. Il faudra aussi savoir que l'activité physique, hein, comme j'en ai un tout petit peu parlé, elle diminue l'inflammation en général. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que toutes les maladies inflammatoires chroniques, et on a parlé effectivement du diabète, on a parlé des maladies cardiovasculaires, elles sont propices à l'infection virale. Il y a une atteinte de l'endothélium, pour être précis, c'est-à-dire l'endothélium, c'est ce qui tapisse le cœur et les vaisseaux. Il est probable que l'exercice améliore la fonction endothéliale. C'est qu'il a muté une fois ou deux, ce qui n'est pas énorme. En fait, on prie effectivement qu'il n'y ait pas trop de mutations parce que
Clairement, rappelez-vous, le vaccin contre la grippe, c'est un vaccin qui anticipe toujours la mutation d'après. Est-ce que ça sera possible avec tous les virus? Rien n'est moins sûr. Pour l'instant, c'est un virus relativement stable et c'est pour ça que les gens sont confiants dans la vaccination. Mais bon, la vaccination, bon, il y a beaucoup de laboratoires, bon, en particulier Glaxo, des gros labos qui travaillent dessus. Je pense qu'ils brûlent les étapes, ils ont raison, il le faut. Déjà, d'un point de vue réglementaire, on est passé, en France, par exemple, on est passé de 60 jours pour les autorisations à 6 jours. Enfin, parce que les études cliniques vont aller très vite. Personne ne m'a posé de questions sur Marseille et sur l'hydroxyplaquenil, mais je pourrais vous parler aussi de la façon de faire des études cliniques. Je, je pense qu'il faut commencer par le commencement. Il y a deux types de recherches. Il y a la recherche sur le Covid proprement parlé, et puis il y a des gens qui pensent qu'effectivement d'autres vaccinations qui ne sont pas spécifiques du Covid du tout, donc la grippe, les oreillons, la rougeole, etc., ont stimulé le système immunitaire, mais contre la rougeole, la grippe, etc., et qu'en fait, il vaut mieux être stimulé que pas du tout. C'est une théorie. Je sais qu'à l'Institut Pasteur, ils ont réfléchi sur la rougeole, par exemple. Par contre, les vaccins regroupant Covid et grippe hivernale, ça viendra un jour peut-être, mais il faut déjà commencer par le... Pourquoi les athlètes de haut niveau tombent malades? Bah, ça dépend. Alors là, c'est une réponse qui n'est pas immunologique forcément. D'abord, malheureusement, on connaît tous des athlètes qui sont morts brutalement sur un terrain de sport. En général, c'est plutôt des problèmes cardiaques. Parce qu'en fait, il y a une hypertrophie du muscle cardiaque et des arrêts. Après, les athlètes de haut niveau ont des contraintes justement mentales, nutritionnelles, professionnelles, qui font que, vous savez, c'est un petit peu comme les danseuses de haut niveau, qui, quand elles s'arrêtent brutalement, grossissent, enfin, ont des désordres psychologiques. Donc souvent, c'est les athlètes de haut niveau qui tombent malades après, effectivement, leur période de haut niveau. Oui, on l'a effectivement vu. Alors, je n'ai pas de réponse. Bah, les autres non plus, hein. Là, simplement, les groupes sanguins sont en rapport, enfin, sont génétiquement programmés. Donc, c'est qu'il doit y avoir des profils génétiques de répondeurs vis-à-vis du virus. Ça, je le sais parce que j'ai regardé une étude qui était intéressante sur le système HLA, qui est un système de reconnaissance cellulaire et qui est muté étonnamment dans une maladie infantile très rare qui s'appelle la maladie de Savy, qui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup au désordre immunitaire, la maladie de Savy, qui ressemble beaucoup au désordre immunitaire du Covid. Bah, on peut toujours avoir une croyance. Moi, je ne travaille pas dans la croyance, je travaille plutôt dans les faits et la démonstration des faits. J'admire beaucoup ce qu'a fait le professeur Raoul et puis surtout son enthousiasme. Mais moi, je suis dans l'épreuve des faits, comme je vous ai dit, et ça, c'est la première chose. Ensuite, le virus, il a probablement raison, j'ai pas fini, il a probablement raison. Peut-être que le virus va disparaître comme spontanément. Et ça peut arriver, on l'espère d'ailleurs. Comme on sait que peut-être la forte chaleur va peut-être quand même faire quelque chose. Alors, la question n'est pas si naïve qu'elle en a l'air. On sait une chose, c'est en cancérologie, même si les études ne sont pas parfaites, on sait que le fait d'avoir un mental d'acier, d'être croyant ou pas, enfin, en quelque chose ou en quelqu'un, va augmenter. L'optimisme, effectivement, est positif. Ça ne veut pas dire que si vous êtes optimiste, vous allez survivre, mais oui, je dirais sûrement, et ça, c'est le mental, si vous voulez, contre le stress. Et je pense que c'est fondamental. Protéger, je ne sais pas totalement, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, c'est une arme de plus qu'on va vous donner.
je n'aurai pas le temps de tout répondre, mais je vais vous raconter une chose qui est fort intéressante, c'est le rôle de la dysbiose, le rôle du microbiote, par exemple, de la maman. Les enfants qui naissent par césarienne ou les enfants qui naissent par voie naturelle n'ont absolument pas le même risque immunitaire. Vous avez beaucoup plus de risques d'avoir de l'asthme et des problèmes allergiques et certains problèmes de dysimmunité si vous êtes un enfant né par césarienne que si vous êtes un enfant né par les voies naturelles, parce qu'il y a contact, effectivement, éducation avec le microbiote. L'allaitement, c'est la même chose. On le sait, tous les pédiatres le savent, qu'il faut effectivement vraiment au moins débuter avec une alimentation de lait maternel. C'est fondamental. Et j'en suis d'ailleurs farouchement partisan à cause de l'apport d'anticorps qu'apporte le lait maternel, mais pas que. Donc on s'aperçoit qu'il y a également une transmission de bonnes bactéries, j'allais dire, les bactéries un peu du yaourt, qui vont être transmises. Donc oui, ça c'est extrêmement important. Alors, c'est une question intéressante et très compliquée. Ben, en fait, c'est un petit peu la réponse que j'ai donnée. Plus vous êtes en contact avec des antigènes pour lesquels vous avez une réponse immunitaire, j'allais dire, suffisante, et mieux c'est. Par contre, à un moment donné, votre système immunitaire, il ne va pas avoir plus de spécificité selon les cas, je veux dire, selon les personnes. Néanmoins, il va vieillir. Et ça, le plus important, c'est qu'en vieillissant, vous allez avoir des pertes d'activité fonctionnelle immunitaire. Et je dirais que pour se protéger, il va falloir que surtout vous alimentiez correctement. Donc, je reviens à ces piliers. C'est le problème actuel très important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui ont vraiment des facteurs de risque, et bon, on en a parlé hein, dans la littérature et dans les médias, l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle et j'en passe. Si en plus vous avez plus de 65, 70 ans, là, effectivement, le problème, c'est que vous risquez d'avoir un indice de mortalité important et surtout ce dont on ne parle pas, quand on parle des sorties de réa, c'est que les sorties de réa, elles sont très difficiles. Donc, il y a une population qui va se confiner et probablement, elle risque de se confiner longtemps. Après, c'est une question de responsabilité individuelle. Et ça, c'est valable pour tout le monde, y compris pour moi, bien sûr, puisque moi, je suis déjà dans un âge critique. Néanmoins, si vous prenez le maximum, il faudra prendre le maximum de protection. On va probablement, en tout cas les années qui vont venir, vivre comme avant. On va vivre autrement, mais on va essayer de rendre cette vie heureuse quand même. On va la changer. Et donc, ces gens-là, oui, il va falloir qu'ils soient confinés. Par contre, il faut que le pays travaille aussi. Donc, il va falloir effectivement réfléchir au déconfinement. Alors, l'épigénétique, c'est un domaine extraordinairement intéressant, l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi? En fait, c'est que vous avez la génétique mendélienne, la génétique telle qu'on la connaît, effectivement, classique, qui est basée sur en particulier les chromosomes. Et puis l'épigénétique, c'est une chose qui est arrivée qui dit que finalement l'environnement doit pouvoir agir sur vos gènes. Bon, on ne peut pas en parler ici. On commence à travailler dessus. Je pense que l'épigénétique a de l'importance puisqu'il peut y avoir une modification des gènes par quoi? Par le stress, justement. On est en train de travailler dessus. Mais c'est encore assez balbutiant. Mais oui. Covid. Et en fait, ce qui est embêtant, c'est que il semblerait que c'est même avant l'obésité. Donc, alors, l'IMC est-il un bon critère? C'est sûr que vous avez raison. On va en reparler rapidement, mais déjà, d'un point de vue populationnel de masse, c'est le plus simple. Donc, le surpoids au-delà de 25, 30, etc., vous êtes déjà dans une zone à risque. Si vous voulez savoir quels sont les plus exposés, je pense que ce qui est intéressant, oui, c'est quoi? C'est les indices de masse grasse. C'est-à-dire que masse grasse, masse maigre, c'est ça qui doit intervenir, c'est évident. Puisque c'est ce qui fait la dangerosité de l'obésité, du surpoids, c'est l'indice de masse grasse.
Vivre autrement demain, ça veut dire effectivement avoir des soins, j'allais dire, importants en termes de contamination. C'est-à-dire qu'on va continuer. Il faudra inventer peut-être des masques un peu plus agréables. Peut-être les visières seront peut-être intéressantes. Ça voudra dire moins prendre probablement les transports en commun. Le télétravail va exploser pour ceux qui peuvent le faire. Néanmoins, on aura toujours besoin de gens qui construisent des maisons. Donc, c'est toute une organisation du travail qui doit changer, mais on y arrivera. Il faut qu'on y arrive ensemble. Concrètement, c'est comment sortir du déconfinement avec le maximum de précautions. Eh bien, donc je vois qu'Olivier est en train de me remercier. Je pense que ça clôt la première partie des exposés qu'on va discuter avec vous. C'est un plaisir de vous avoir eu, donc n'hésitez pas, via Olivier en particulier, de faire revenir ou des questions ou d'une autre façon, j'essaierai de vous répondre. Bien entendu, j'ai pas la science infuse, hein, je n'en connais pas souvent plus que les médias, mais néanmoins, moi, je vous donne un avis qui est un avis, qui est mon avis équilibré, j'espère. Vivre autrement. Bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, bon courage à tous, hein, et essayez de vivre au mieux le confinement, et je pense qu'on va tous y arriver. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup en espérant vous retrouver d'autres fois. À très bientôt. Au revoir.